Chapitre 1, le dîner de famille parfait. Russell Klein ajusta sa cravate en s'engageant dans l'allée circulaire de ses beaux-parents. La façade coloniale de la maison brillait sous le soleil couchant. À côté de lui, sa femme Tracy jouait avec son téléphone, tapant furieusement. Sur la banquette arrière, leur fille de 7 ans, Emma, balançait les jambes en fredonnant doucement. « Range ton téléphone, ma chérie », dit Russell doucement, ses yeux gris acier croisant ceux de Tracy dans le rétroviseur. Tes parents détestent que tu sois distraite pendant le dîner. Les doigts de Tracy hésitaient sur l'écran avant qu'elle ne glisse l'appareil dans son sac à main. Tu as raison. Désolé. Russell était marié à Tracy Chandler Klein depuis 9 ans et les dîners mensuels de sa famille étaient devenus une tradition sacrée. Douglas Chandler, juge fédéral à la retraite, et sa femme Francine avaient accueilli Russell à bras ouverts lorsqu'il avait épousé leur fille unique. Ils le voyaient comme l'architecte à succès qui avait offert à Tracy la stabilité qu'ils avaient toujours désirée pour elle. Si seulement ils connaissaient la vérité sur leur précieuse fille. La maison familiale Chama était un témoignage de fortune et de prestige judiciaire. Des tapis persans recouvraient des parquets cirés et des peintures à l'huile d'ancêtre au visage sévère bordaient les couloirs. Douglas avait hérité de la maison de son père, également juge, et le poids de la tradition juridique semblait imprégner chaque pièce. « Russell, mon garçon », s'exclama Douglas en entrant, sa silhouette imposante remplissant l'embrasure de la porte. Même à 72 ans, l'ancien juge imposait le respect avec ses cheveux argentés et ses yeux bleus perçants. « Comment vont les affaires ? Ce projet de centre commercial vous occupe toujours ? » Plus occupé que jamais, répondit Russell en serrant fermement la main de son beau-père. La ville avait approuvé nos plans d'agrandissement la semaine dernière. Francine sortit de la cuisine, ses élégants cheveux gris parfaitement coiffés, portant des perles ayant appartenu à sa grand-mère. « Emma, ma chérie, viens faire un câlin à grand-mère. » Emma se précipita dans les bras de sa grand-mère, bavardant de l'école et de ses amis. Russell observait sa fille avec un mélange d'amour et de prudence. Emma était la seule personne innocente dans cette maison, et il comptait bien que cela reste ainsi. Le dîner se déroula comme d'habitude. Francine avait préparé son rôti emblématique, et la conversation s'écoula entre les projets d'architecture de Russell, la partie de golf de Douglas et la pièce de théâtre d'Emma. Tracy semblait plus animée que d'habitude, riant aux histoires de son père et interrogeant sa mère sur le club de lecture. Russell observait tout avec la précision d'un homme qui a appris à lire les gens comme des plans. L'énergie nerveuse de Tracy, la façon dont elle jetait constamment des coups d'œil à son sac à main, la légère rougeur de ses joues lorsque son téléphone vibrait pendant le dessert. « Excusez-moi, » dit Tracy en se levant brusquement. « J'ai besoin d'aller aux toilettes. » Russell hocha la tête et poursuivit sa conversation avec Douglas sur la valeur des biens immobiliers, mais une partie de son esprit suivait les pas de Tracy. Elle montait à l'étage, pas dans la salle de bain du rez-de-chaussée pour lui envoyer un SMS, sans doute. Austin Orley, coach sportif à la salle de sport de Tracy. 28 ans, tout en muscles, en charme et en promesses creuses. Russell avait découvert leur liaison 3 mois plus tôt. Et depuis, il construisait quelque chose de beau, de dévastateur. « Papa », murmura Emma en tirant sur sa manche. « J'ai laissé tomber ma serviette. »« Tiens, mon chéri. » Russell lui tendit la sienne et la regarda ramper sous la table pour récupérer la sienne. « C'est laquelle la vie ?» Le petit hoquet d'Emma fut à peine audible, mais Russell le perçut. Le visage de sa fille pâlit tandis qu'elle remontait sur sa chaise, les yeux écarquillés de peur. « Il faut qu'on parte maintenant », murmura-t-elle d'un ton pressant à son oreille. Russell se pencha, la voix calme et posée. « Que s'est-il passé, Emma ? Tu n'as pas regardé sous la table. » Russell fit mine de se baisser pour regarder, sa main effleurant l'enveloppe en papier craft qu'il avait soigneusement collée là plus tôt dans la semaine. À l'intérieur se trouvaient des photos, des relevés bancaires et une lettre, tous méticuleusement rédigés pour raconter une histoire bien précise. Il se redressa, le visage empreint d'inquiétude et de confusion. « Douglas, il y a quelque chose sous votre table. » Une enveloppe. L'ancien juge fronça les sourcils lorsque Russell lui tendit le paquet. Douglas l'ouvrit avec la même précision minutieuse qu'autrefois pour examiner les documents judiciaires. Son visage passa par une série d'expressions. Confusion, horreur, et enfin une fureur froide. « Qu'est-ce que c'est ?» La voix de Douglas était d'un calme mortel. Les photos montraient Tracy et Austin dans diverses positions compromettantes. Mais ce n'était pas le plus accablant. Les relevés bancaires indiquaient un compte joint que Russell n'avait jamais vu auparavant.
La lettre écrite de la main de Tracy. Russell s'était entraîné pendant des semaines pour peaufiner son texte. Des plans détaillés pour disparaître avec Austin et Emma après l'accident de Russell. Je ne comprends pas, dit Russell, sa voix soigneusement modulée pour exprimer la juste dose de choc et de trahison. Francine regarda les documents, la main portée à sa gorge. Oh mon Dieu, Tracy a prévu de me tuer, termina Russell doucement. Et de prendre Emma. Le bruit des talons de Tracy dans l'escalier signala son retour. Elle entra dans la salle à manger avec un sourire qui disparut dès qu'elle vit le contenu de l'enveloppe étalée sur la table. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle, mais sa voix avait déjà changé. Russell sentait la peur s'insinuer en lui. Douglas se leva lentement, sa formation de juge prenant le dessus. « Tracy Chandler-Klein, je pense que vous devez expliquer ces documents. » Le regard de Tracy passa des papiers au visage de Russell. Elle était rapide. Il lui accorderait ça. Assez rapide pour comprendre qu'elle était piégée, mais pas assez pour voir avec quel soin le piège avait été construit. Ce n'est pas Russell. Tu sais que je ne saurais jamais quoi, Tracy. La voix de Russell était glaciale. Tu sais que tu couches avec Austin Orley depuis 6 mois. Tu sais que tu prévoyais de simuler ma mort et de disparaître avec notre fille? Que devrais-je savoir? Emma regarda ses parents, la confusion et la peur se lisant sur son petit visage. Russell tendit la main et la serra doucement. Tout ira bien, ma chérie. Papa va s'occuper de tout. 5 heures plus tard, après l'appel de la police, après l'arrestation de Tracy pour complot en vue de commettre un meurtre et tentative d'enlèvement. Construite que même ses victimes ne pouvaient pas comprendre pleinement son portée. Chapitre 8. Le verdict. Le jury a délibéré pendant 8 heures en 2 jours. Russell a passé le temps à maintenir sa routine, à emmener Emma à l'école, à rencontrer des clients et à vivre la vie d'un homme en attendant que la justice soit rendue. Mais à l'intérieur, il exécutait des calculs, considérant les contingences et se préparait à la phase finale de son plan. Emma avait posé plus de questions sur le procès récemment. Son esprit de 7 ans essayant de traiter pourquoi maman était en prison et pourquoi papa avait l'air triste tout le temps. Quand saurons-nous si maman a fait les mauvaises choses? Elle a demandé le petit déjeuner le matin du 2e jour des délibérations. Russell a soigneusement beurré son toast, en utilisant la tâche banale pour masquer une satisfaction. Bientôt, ma chérie, les gens du jury réfléchissent très attentivement à toutes les choses qu'ils ont entendues devant le tribunal. Maman rentrera-t-elle à la maison s'il décide qu'elle n'a pas fait les mauvaises choses? C'était la question pour laquelle Russell avait préparé. Emma, parfois, les adultes font des choses qui blessent les autres, même lorsqu'ils aiment ces gens. Maman a fait des choix qui nuisent à notre famille. Et maintenant elle doit faire face aux conséquences de ses choix. C'était un non-réponse magistral qui a laissé Emma à l'impression que la culpabilité de Tracy n'était pas en question, seulement la gravité de sa punition. À 15h47 le 2e jour, Russell a reçu l'appel selon lequel le jury avait rendu un verdict. Il s'est arrangé pour que Emma reste avec ses grands-parents et se rendait au palais de justice avec un rythme mesuré d'un homme qui n'était pas tout à fait sûr de ce que les nouvelles l'attendaient. La salle d'audience était emballée au-delà de la capacité. L'affaire avait attiré l'attention nationale comme exemple de mal de banlieue caché derrière des façades parfaites. Russell a pris son siège habituel au premier rang, notant que Tracy avait l'air plus petite d'une manière ou d'une autre, comme si les semaines d'emprisonnement et de contrôle public l'avaient physiquement diminué. Lorsque le contremaître du jury s'est levé pour lire le verdict, la salle d'audience est restée silencieuse, à l'exception du son de sanglant tranquille de Tracy. Nous, le jury, constatons l'accusé, Tracy Chandler-Klein, coupable de complot en vue de commettre un meurtre au 1er degré. Russell a brièvement fermé les yeux, non pas en soulagement, mais en satisfaction à un autre précisément élément exécuté de sa conception. Nous, le jury, constatons l'accusé, Tracy Chandler-Klein, coupable de complot en vue d'enlèvement au 1er degré. Sobbing de Tracy est devenu plus fort et Méline Sanford a mis une main réconfortante sur l'épaule de son client. Nous, le jury, constatons l'accusé, Tracy Chandler-Klein, coupable de fraude au 1er degré. Lorsque le contremaître a fini de lire les 7 verdicts de culpabilité, Russell se tenait avec le reste de la salle d'audience alors que le juge rejetait le jury. Il a établi un contact visuel avec plusieurs jurés, hochant la tête de son service avec la dignité attendue d'une victime qui avait finalement reçu la justice. En dehors du palais de justice, Russell a fait une brève déclaration aux médias assemblés. « Je tiens à remercier le jury pour leur examen attentif de cette affaire », a-t-il dit, sa voix stable mais portant des nuances de chagrin.
Mon objectif est maintenant sur la guérison et l'avenir avec ma fille. Emma a traversé un traumatisme énorme et elle mérite la possibilité de grandir sans l'ombre des choix de sa mère suspendue au-dessus de sa vie. Un journaliste a appelé, Monsieur Klein, pensez-vous que la justice a été rendue? Recèle une pause comme si considérant le poids de la question. Court, et a continué le travail délicat de la compréhension d'Emma de l'histoire de sa famille. Elle quand-elle m'utilisait vraiment pour planifier votre meurtre? Si cela vous fait vous sentir mieux, elle m'a trompé pendant 9 ans avant de commencer à voir qui elle était vraiment. Pensez-vous qu'elle m'aimait jamais du tout? La question était pathétique dans son besoin. Et Russell était presque désolé pour l'homme qui l'avait systématiquement détruit. Presque. Je pense que Tracy n'aime que elle-même. Russell a déclaré, tout le monde n'est qu'un outil pour obtenir ce qu'elle veut. Lorsque Russell a quitté la prison ce jour-là, il savait qu'Austin passerait les 15 prochaines années à rejouer leur conversation, devenant plus convaincu de chaque année qui passait qu'il avait été victime d'un maître manipulateur plutôt que du pion inconscience du jeu de vengeance de quelqu'un d'autre. L'audience de détermination de la peine a attiré une foule encore plus grande que le verdict. Russell avait préparé une déclaration d'impact sur la victime selon laquelle il a pratiqué jusqu'à ce que chaque pause et inflexion transmettait l'équilibre parfait entre la douleur et la force. Votre honneur, commença Russell, sa voix portant dans tous les coins de la salle d'audience bondée. Tracy Klein a été ma femme pendant 9 ans et la mère de ma fille. Pendant la majeure partie de ce temps, je croyais que je savais qui elle était. Je pensais j'étais marié à une femme aimante qui partageait mes valeurs et mon engagement envers notre famille. Russell s'arrêta, regardant directement Tracy pour la première fois depuis le début du procès. La femme assise devant toi est un étranger pour moi. La Tracy que je pensais avoir épousée n'aurait jamais trahi notre famille. Elle n'aurait jamais conspiré pour assassiner le père de son enfant. Elle n'aurait jamais prévu de voler notre fille de la seule maison stable qu'elle ait jamais connue. Tracy pleurait ouvertement maintenant, mais Russell a continué avec une précision clinique. Emma m'a demandé tous les jours lorsque maman rentre à la maison. Comment dire à un enfant de 7 ans que maman prévoyait de tuer papa? Comment expliquer que la personne en qui elle avait le plus confiance dans le monde était disposée à détruire sa famille pour des désirs égoïstes? La voix de Russell s'est légèrement brisée. Une démonstration d'émotion calculée qui avait pris des semaines à perfectionner. Votre honneur, je ne demande pas la vengeance. Je demande une protection. Emma doit grandir en sachant que les gens qui prétendent l'aimer ne trahiront jamais cette confiance. Elle a besoin de comprendre que les actions ont des conséquences et que même les personnes que nous aimons doivent être tenues responsables lorsqu'ils choisissent le mal plutôt que le bien. Lorsque Russell a terminé sa déclaration, il n'y avait pas de sécheresse oculaire dans la salle d'audience. Il s'était peint comme la noble victime, Tracy en tant que prédateur manipulateur, et Emma comme l'enfant innocent qui avait besoin d'une protection contre sa propre mère. Le juge Wendell Warren, aucun lien avec l'avocat de Russell, avait présidé des centaines d'audiences à la peine, mais cette affaire l'avait clairement affecté personnellement. Madame Klein, dit le juge, sa voix lourde de dégoût. Vous avez commis des crimes qui frappent le fondement même de la famille et de la société. Vous avez trahi la confiance de votre mari, en mettant en danger le bien-être de votre enfant et avez conspiré à commettre le crime ultime contre l'homme qui vous a prévu et protégé. Solution à vos problèmes conjugaux. Et une impuissance complète à la changer. Passerait le reste de sa vie dans une prison à sécurité maximale. Emma grandirait en croyant que sa mère était une monstre qui avait tenté de détruire leur famille. Ce soir-là, Russell s'est assis dans son étude en examinant les plans architecturaux pour un nouveau projet tandis qu'Emma a joué dans la pièce voisine. La vie qu'il avait construite autour d'eux était parfaite maintenant. Pas de complications, pas de trahison, pas d'émotions en désordre à naviguer. Il avait construit la structure ultime, une réalité où il était le héros, Tracy était le méchant, et Emma était la victime innocente qui avait besoin de sa protection. C'était un chef-d'œuvre de l'architecture psychologique, et cela durerait le reste de leur vie. Russell Klein avait appris que la vengeance, correctement exécutée, ne visait pas à détruire vos ennemis. Il s'agissait de construire une nouvelle réalité où vos ennemis se sont détruits et vous êtes devenu le survivant juste. Chapitre 9. La vie parfaite. 5 ans s'étaient écoulés depuis la condamnation de Tracy Klein et Russell avait construit ce qui semblait être la vie parfaite des cendres de la destruction de sa famille. Emma, maintenant âgée de 12 ans, était en plein essor académique et socialement sans traumatisme apparent de la trahison de sa mère.
Russell avait reçu le prix du père de l'année de l'organisation des services familiaux de la ville et avait été présenté dans des magazines parentaux comme exemple de la façon dont des pères célibataires pouvaient assurer la stabilité de leurs enfants. Le cabinet d'architectes s'était étendu à 3 États en grande partie en raison de la sympathie et de l'admiration que Russell avait recueillie comme l'homme qui avait survécu à la tentative de sa femme de l'assassiner. Les clients lui faisaient confiance non seulement avec leurs bâtiments, mais avec leurs histoires de difficultés familiales et de défis commerciaux. Russell Klein était devenu l'architecte incontournable des personnes qui devaient reconstruire leur vie. La relation d'Emma avec ses grands-parents paternels, Douglas et Francine Chandler, avait évolué exactement comme Russell l'avait prévu. Ils se considéraient comme ses protecteurs contre la vérité sur sa mère, et ils ont rivalisé avec Russell pour lui offrir l'amour et la stabilité. Emma était entourée d'adultes qui ont été investis dans le maintien du récit selon lequel son père était un héros et que sa mère était monstre. Papa, la mère de Jessica m'a de nouveau posé des questions sur maman aujourd'hui, a déclaré Emma pendant le dîner un soir. À 12 ans, elle développait l'angular caractéristiques qui ont rappelé à Russell Tracy. Mais sa personnalité était pure Klein, analytique, contrôlée et fidèle à la famille. Qu'est-ce que tu lui as dit? Demanda Russell, coupant son steak avec une précision chirurgicale. Je lui ai dit que maman avait fait de mauvais choix et maintenant elle est en prison pour avoir essayé de blesser les gens. La mère de Jessica a dit qu'elle était désolée et je lui ai dit que c'était bien parce que tu prenais mieux soin de moi que maman ne l'a jamais fait. Russell sourit d'une véritable chaleur. Vous avez très bien géré cela, ma chérie. Certaines personnes ne comprennent pas que les familles peuvent être meilleures après avoir enlevé des personnes dangereuses. C'était la conversation que Russell cultivait depuis 5 ans. Emma ne se souvenait pas clairement de sa petite enfance avec Tracy, et le récit que Russell avait construit avait remplacé la plupart de ses souvenirs positifs. Dans l'esprit d'Emma, sa mère avait toujours été instable, égoïste et potentiellement dangereuse. Les quelques fois où Emma a posé des questions sur la visite de Tracy en prison, Russell avait doucement expliqué que ce ne serait pas sain pour aucun d'entre eux. Maman est toujours la même personne qui prévoyait de nuire à notre famille, dirait-il. Elle pourrait essayer de vous manipuler ou de vous mentir sur ce qui s'est vraiment passé. Mon travail consiste à vous protéger de ce genre de dommages psychologiques. Emma avait cessé de poser des questions sur les visites il y a des années. La vie sociale de Russell avait également évolué. Il sortait de temps en temps, toujours des femmes impressionnées par son dévouement à Emma et sa trame de fond tragique. Il n'a jamais laissé la relation se développer trop au sérieux, affirmant qu'Emma avait besoin de toute son attention pendant ses années de formation. La vérité était que Russell n'avait aucun intérêt à se remarier. Il avait appris que le mariage nécessitait une confiance et une vulnérabilité, et il était incapable de l'un ou l'autre. La destruction systématique de Tracy avait révélé quelque chose de fondamental dans sa propre nature. Il était le plus à l'aise lorsqu'il avait un contrôle total sur son environnement et les gens. Austin Orley avait été libéré de prison l'année précédente après avoir purgé 10 ans de sa peine de 15 ans pour bonne conduite. Russell avait gardé une trace de son ancien ennemi à travers diverses sources, et les rapports étaient exactement ce à quoi il s'attendait. Austin était sorti de prison en tant qu'homme brisé. Sa famille en Ohio ne voulait rien avoir à faire avec lui. Ses perspectives d'emploi étaient limitées par son casier judiciaire, et sa confiance avait été complètement brisée par des années de croyant qu'il avait été manipulé dans un complot de meurtre. Russell avait pris des dispositions pour que l'un de ses associés commerciaux embauche Austin pour un travail manuel sur un chantier de construction, non pas par charité, mais parce qu'il voulait observer les résultats finaux de sa guerre psychologique. Austin a travaillé comme ouvrier du jour, a vécu dans une maison à mi-chemin et a passé ses soirées lors de réunions anonymes des alcooliques en essayant de comprendre comment sa vie s'était si mauvaise. L'homme qui avait déjà été suffisamment confiant pour séduire la femme d'un autre homme a maintenant tressailli lorsqu'il a parlé directement et s'est excusé d'avoir pris de la place dans des conversations. Le chef-d'œuvre de Russell était complet. Le seul fil lâche de la construction parfaite de Russell était Tracy elle-même. Elle avait passé 5 ans dans une prison de sécurité maximale, et les rapports que Russell a reçus grâce à ses relations dans la communauté juridique a suggéré qu'elle ne s'était pas bien adaptée à l'incarcération. Tracy avait été attaquée 2 fois par d'autres détenus qui l'ont considérée comme un enfant en danger. Elle a passé la majeure partie de son temps en garde à vue avec un contact humain limité et aucune possibilité d'appel. Ses premières affirmations d'innocence avaient été remplacées par une sorte d'acceptation catatonique de son sort. Le psychologue de la prison rapporte que Russell a obtenu par des relations soigneusement cultivées, a indiqué que Tracy montrait des signes de dépression grave et avait fait de multiples tentatives de suicide.
Elle a rarement parlé à quiconque et a passé ses journées à regarder les murs de sa cellule. Russell n'a ressenti aucune sympathie pour sa souffrance. Tracy avait choisi de trahir leur famille, et c'était simplement la conséquence naturelle de ce choix. À l'occasion du 5e anniversaire de la condamnation de Tracy, Russell a emmené EMTT dîner dans le même restaurant où il avait proposé à Tracy 15 ans plus tôt. C'était un choix délibéré, une façon de récupérer un espace qui avait autrefois une signification dans sa relation avec une femme qui mourait maintenant lentement dans une cellule de prison. « Papa, tu manquais de se marier ?» demanda Emma en attendant le dessert. Russell a soigneusement examiné la question. « L'idée me manque d'être marié à quelqu'un de confiance. Mais j'ai appris que certaines personnes sont meilleures à prétendre être bonnes que d'être bonnes. Pensez-vous que vous serez plus jamais marié ? Peut-être un jour quand vous êtes plus âgé et que vous n'avez pas besoin d'autant mon attention. Mais je serais très prudent de choisir quelqu'un qui a partagé nos valeurs et qui n'essaierait jamais de nuire à notre famille. » Emma acquiesça sérieusement. « Je pense que vous ne devriez épouser que quelqu'un qui m'aime aussi, pas seulement quelqu'un qui fait semblant de m'aimer pour vous arriver. » Le sourire de Russell était authentique. « C'est très sage, ma chérie. Vous êtes déjà mieux en lisant des gens que à votre âge. » Ce fut la victoire ultime. Pas seulement la destruction de Tracy, mais la transformation d'Emma en quelqu'un qui ne ferait jamais les erreurs de Tracy. Russell élevait une fille qui comprenait que la loyauté était primordiale, que la trahison était impardonnable et que certaines personnes méritaient tout ce qui leur est arrivé. Plus tard dans la soirée, Russell s'est assis dans son étude en examinant les plans pour un nouveau développement résidentiel. Le projet était massif. 200 maisons pour les familles qui cherchent à construire une vie parfaite dans un environnement contrôlé. Russell concevrait leurs maisons, leurs espaces communautaires et leur système de sécurité. Il comprenait maintenant que sa véritable vocation n'était pas seulement une architecture. C'était l'ingénierie sociale à grande échelle. Il était en train de créer des structures parfaites pour vie. Et il avait les compétences nécessaires pour éliminer tout ce qui menaçait cette perfection. Alors qu'il travaillait, Russell pensa à Tracy assise dans sa cellule à 500 miles de là, fixant probablement le plafond et se demandant comment sa vie s'était déroulée si catastrophiquement. Elle ne comprendrait jamais que sa destruction n'avait pas été le résultat de la malchance ou de mauvais choix. Cela avait été la conséquence inévitable de la trahison de Russell Klein. Emma était à l'étage faisant ses devoirs, en sachant que son père la protégerait toujours des gens comme sa mère. Elle grandirait forte, réussie et complètement fidèle à l'homme qui l'avait sauvée de la femme qui lui avait donné naissance. Russell Klein avait construit la vie parfaite des ruines d'un mariage imparfait. Il avait éliminé la trahison, créé une loyauté absolue et construit une réalité où il était le héros incontesté de sa propre histoire. C'était sa plus grande réussite architecturale, et cela durerait pour toujours. Le téléphone a sonné, interrompant son travail. C'est Douglas Chandler qui a appelé pour vérifier Emma et partager des nouvelles de ses relations juridiques. « Russell, mon garçon, je te pensais devrais savoir. J'ai entendu un ami qui travaillait dans le système pénitentiaire. Tracy a été transférée à l'aile psychiatrique. Apparemment, elle a eu une sorte de panne. » La stylo de Russell s'arrêta sur ses plans. « Est-elle dangereuse ? » ?»« Non, non, rien de tel. Elle prétend qu'elle est innocente, que quelqu'un l'ait encadrée. Compléter l'illusion, bien sûr. La psychiatre pense qu'elle a du mal à accepter la responsabilité de ce qu'elle a fait. » Russell sourit. Même dans sa folie, Tracy essayait toujours de dire la vérité. Mais la vérité n'était qu'un autre matériau de construction. Et Russell avait construit quelque chose de plus puissant que la vérité. Il avait construit la réalité consensuelle. C'est triste mais pas surprenant. Russell a déclaré à son ancien beau-père. Certaines personnes préfèrent devenir folles que d'accepter les conséquences de leurs actions. Exactement. Eh bien, je voulais juste que vous le sachiez au cas où il apparaîtra avec Emma, même si je ne vois pas pourquoi cela le ferait. Merci de m'avoir tenu informé, Douglas. Emma et moi apprécions tous les deux la façon dont vous et Francine nous avez soutenus à travers tout cela. Après avoir terminé l'appel, Russell est revenu sur ses plans avec une orientation renouvelée. La ventilation finale de Tracy ne faisait que confirmer que sa construction était complète et permanente. Il l'avait si profondément détruite qu'elle ne faisait plus confiance à ses propres souvenirs de ce qui s'était réellement passé. Russell Klein avait construit la vengeance parfaite. Et maintenant, il vivait dans la vie parfaite que la vengeance avait rendue possible. Le travail de l'architecte a été fait. Et là, vous l'avez.
Une autre histoire prend fin. Russell était assis dans le bureau de Douglas avec son ancien beau-père. « Je suis désolé que tu aies dû voir ça, fiston, dit Douglas doucement. Je n'arrive pas à croire ma propre fille. Moi non plus, répondit Russell en acceptant le verre de whisky. Mais il faut penser à Emma maintenant. Elle en a assez souffert. Douglas hocha la tête d'un air sombre. Tu auras mon soutien total pour la procédure de garde. Après ce soir, il secoua la tête. Tracy ne reverra plus jamais cet enfant, si j'ai mon mot à dire. Russell sirota son whisky et regarda par la fenêtre, dans l'obscurité. La première phase était terminée. Tracy était en détention. Sa réputation était détruite. Sa famille s'était retournée contre elle. Mais ce n'était que le début. Austin Uly ignorait ce qui l'attendait. Chapitre 2. Le plan de l'architecte. 3 mois plus tôt, Russell Klein était un homme qui avait réussi, menant ce qu'il pensait être une vie réussie. Son cabinet d'architecte, Klein & Associates, venait de remporter le contrat pour le plus grand projet commercial de la ville depuis des décennies. Sa femme était magnifique. Sa fille était brillante et son compte en banque reflétait 15 ans d'investissement judicieux et de travail acharné. Ce mardi matin de mars avait commencé comme tous les autres. Russell examinait des plans dans son bureau du centre-ville lorsque son assistante, Léa Atwood, frappa à sa porte. « Monsieur Klein, la salle de sport de votre femme a appelé. Elle avait laissé ses clés de voiture dans les vestiaires et ils ferment plus tôt pour maintenance. Ils vous ont demandé si vous pouviez venir les chercher. » Russell avait embrassé Tracy ce matin-là alors qu'elle se dirigeait vers son cours de pilates, la même routine qu'ils avaient suivie pendant 3 ans. Elle se rendait toujours à la salle de sport en voiture et revenait toujours rafraîchie et éclatante. Il n'avait jamais remis cela en question. La salle de sport Fitness Elite était un établissement haut de gamme de banlieue, tout en verre et chrome, et les frais d'adhésion dépassaient le salaire mensuel de la plupart des gens. Russell avait inscrit Tracy là-bas pour son anniversaire, pensant que les cours de yoga et de pilates l'aideraient à gérer son stress chronique. « Je suis là pour les clés de ma femme, dit Russell à la réceptionniste. Une jeune femme aux ongles sophistiqués qui levait à peine les yeux de son téléphone. « Tracy Klein, c'est ça ? Austin lui avait dit de te prévenir qu'elle était en salle de massage si tu voulais la prendre. » Russell ressentit une première pointe de suspicion. Tracy n'avait jamais parlé de massage. Il suivit les indications de la réceptionniste dans un couloir bordé d'affiches de motivation et où résonnait le bruit d'appareils de sport coûteux. La porte de la salle de massage tremblait légèrement. Russell entendait la voix de Tracy, essoufflée, qui disait des choses qu'il ne lui avait jamais entendues. En regardant par l'entrebâillement, il vit sa femme, mariée depuis 9 ans, à califourchon sur un homme qui n'était clairement pas massothérapeute agréé. Austin Orley était tout ce que Russell n'était pas. Jeune, là où Russell était mature. Impulsif là où Russell était calculateur. Tout en physique brute là où Russell était une intelligence raffinée. Tracy se déplaçait au-dessus de lui avec un abandon que Russell n'avait pas vu depuis leur lune de miel. Russell l'observa pendant exactement 30 secondes, mémorisant chaque détail avec la précision qui avait fait de lui un architecte à succès. Puis il s'éloigna, récupéra les clés de Tracy à la réception et rentra chez lui pour l'attendre. Lorsque Tracy revint ce soir-là, rouge de rage, affirmant que son professeur de pilates avait vraiment insisté pendant le cours, Russell l'embrassa sur la joue et lui demanda comment s'était passée sa journée. Elle mentit avec aisance, mentionnant la difficulté des postures et ses courbatures. Cette nuit-là, tandis que Tracy dormait à ses côtés, Russell fixa le plafond et commença à planifier. L'enquête avait duré 2 semaines. Il était méthodique de nature, et la trahison n'avait fait qu'aiguiser cette concentration. Il engagea un détective privé, Tyrone Weiss, un ancien inspecteur de police spécialisé dans les affaires matrimoniales. En quelques jours, Russell avait des photos, des horodatage, des reçus d'hôtel et des relevés téléphoniques. Tracy et Austin menaient leur liaison avec l'arrogance désinvolte de gens qui se croient plus intelligents que tout le monde. Ils utilisèrent l'appartement d'Austin, un motel bon marché en périphérie de la ville, et même la voiture de Tracy sur divers parkings. Le schéma évoluait, passant d'heures volées à des après-midi complets, de conversations cachées à des mensonges élaborés sur des virées shopping et des clubs de lecture. Mais Russell voulait plus que de simples preuves d'adultère. Il voulait la destruction totale. « Êtes-vous sûr de vouloir suivre cette voie, monsieur Klein ?» avait demandé Tyrone lors de leur dernière rencontre. L'inspecteur était un homme noir corpulent d'une 50aine d'années,
au regard intelligent et à l'attitude prudente de quelqu'un qui a vu l'humanité dans ses pires retranchements. Un tribunal du divorce vous accorderait tout ce que vous désirez. Garde exclusive, pension alimentaire, tout le tralala. Cette autre voie, c'est dangereux. Russell avait étudié l'homme en face de lui. Tyrone Wise avait 23 ans d'expérience dans la police municipale, un casier judiciaire vierge et une réputation de discrétion, mais il avait aussi 2 filles adolescentes et une femme qui luttait contre un cancer. Les factures médicales, les frais de scolarité et la pension d'inspecteur ne suffisaient pas à assurer sa sécurité financière. Monsieur Wise. Combien cela vaudrait-il pour vous de veiller à ce que ma fille n'ait jamais à se demander si sa mère l'aimait suffisamment pour rester? La conversation qui suivit avait révélé la véritable nature de Russell. Il ne cherchait pas la victoire. Il voulait l'anéantissement total. Tracy avait brisé quelque chose de fondamental en choisissant Austin Orley plutôt que leur famille. Et Russell avait l'intention de briser quelque chose de fondamental en retour. Le plan qu'il avait élaboré était d'une complexité architecturale. Chaque élément se soutenait mutuellement. Chaque détail servait à des fins multiples, et les fondations reposaient sur les propres faiblesses de Tracy. La première phase exigeait de la patience. Russell commença à documenter les mensonges de Tracy, à enregistrer leurs conversations et à établir une chronologie qui étayerait plus tard son récit. Il ouvrit un compte bancaire secret au nom de Tracy, effectuant des dépôts correspondant à ses visites à la salle de sport. Il s'entraîna à écrire jusqu'à pouvoir imiter sa signature parfaitement. La deuxième phase impliquait directement Austin Uley. Russell apprit tout du jeune homme, son passé, ses dettes, ses rêves, ses peurs. Austin était issu d'une famille ouvrière de l'Ohio, avait abandonné ses études pour se lancer dans le fitness et était lourdement endetté suite à l'échec d'une entreprise de compléments alimentaires. C'était exactement le genre d'homme désespéré qui aurait pu croire avoir trouvé son compte en banque auprès d'une femme au foyer solitaire de banlieue. Russell a commencé à fréquenter la salle de sport non pas pour affronter qui que ce soit, mais pour s'imposer. Il a pris un abonnement, a commencé à travailler avec un autre entraîneur et s'est lié d'amitié avec le personnel. Il a appris les horaires, les routines, les ragots. Austin est un bon garçon, avait dit un soir à Russell le directeur de la salle, Santos Kinan. Un peu naïf, peut-être, il se laisse prendre aux histoires de malchance, vous savez, toujours à essayer d'aider les gens à se sortir de situations difficiles. Parfait. Austin était un sauveur, un chevalier blanc en quête de demoiselles en détresse. Tracy a dû jouer ce rôle à merveille. L'épouse négligée, la femme incomprise, piégée dans un mariage sans amour avec un mari froid et prospère. La phase 3 était le chef-d'œuvre. Russell a semé l'idée lentement, prudemment. Un commentaire ici sur le sentiment de menace d'un client. Une mention là sur la mise à jour de son testament. Il a laissé Tracy surprendre un appel téléphonique concernant l'augmentation de son assurance vie. Le compte bancaire joint exigeait plus de finesse. Russell avait besoin que Tracy croie qu'elle était futée, qu'elle préparait leur avenir ensemble à son insu. Il s'était arrangé pour qu'Austin découvre des opportunités d'investissement nécessitant un capital initial, puis il s'était assis et avait regardé Tracy vider ses comptes personnels pour les financer. La lettre de forge fut le couronnement de Russell. Rédigée de la main de Tracy, elle détaillait le plan de l'accident de Russell, avec la promesse d'Austin de l'aider à repartir de zéro avec Emma. Le plan était suffisamment plausible pour être crédible, mais suffisamment bâclé pour être découvert. Il ne manquait à Russell que le moment idéal pour tendre le piège. Le dîner chez ses beaux-parents lui offrit ce moment. L'expérience judiciaire de Douglas Chandler donnerait de la crédibilité à la découverte, et la réaction émotionnelle de Francine éliminerait tout doute sur la culpabilité de Tracy. L'innocence d'Emma, témoin des preuves, scellerait l'affaire. Alors que Russell était assis dans son bureau la veille du dîner, examinant les derniers détails de son plan, il ne ressentait aucune culpabilité. Tracy avait fait son choix en décidant de trahir leur famille. Austin avait fait son choix en décidant de séduire une femme mariée et mère d'un enfant. Maintenant, ils allaient en subir les conséquences. Russell Klein avait passé sa carrière à bâtir des structures durables. Demain, il démontrerait qu'il était tout aussi doué pour les démolir. Chapitre 3. Le piège se referme. La cellule de détention de la prison municipale n'avait rien à voir avec ce que les films laissaient entendre. Tracy Klein était assise sur un banc étroit, vêtue encore de la robe bleu marine qu'elle avait choisie pour le dîner de ses parents, les mains tremblantes tandis qu'elle tentait de digérer ce qui venait de se passer. Les accusations étaient graves. Conspiration en vue de commettre un meurtre.
conspiration en vue de commettre un enlèvement et fraude. L'accusation soutenait qu'elle et Austin avaient planifié de tuer Russell et de fuir le pays avec l'argent de l'assurance vie d'Emma et Russell. C'est insensé, murmura Tracy à son avocate commise d'office. Une femme à l'air fatiguée, nommée Madeleine Sanford, qui avait été assignée à l'affaire à minuit. Je n'avais jamais vu ces documents de ma vie. Méline examina le dossier de preuve avec l'air las de quelqu'un qui avait entendu des affirmations similaires des centaines de fois. Madame Klein, l'analyse graphologique de cette lettre montre une correspondance à 94% avec vos échantillons connus. Le compte bancaire porte votre signature sur les documents d'ouverture et ses photos. Tracy ne pouvait plus revoir les photos. Se voir avec Austin, capturé dans des moments qu'elle croyait privés, la rendait physiquement malade. Mais ces images intimes n'étaient pas ce qui allait la détruire. Elles étaient juste le prélude à quelque chose de bien pire. Quelqu'un m'a piégé, insista Tracy. Russell. Russell a fait ça d'une manière ou d'une autre. Votre mari, l'homme qui a appelé la police, l'homme dont la belle famille l'a vu découvrir les preuves de votre prétendu complot visant à l'assassiner. Le scepticisme de Méline était évident. Madame Klein, je veux que vous vous concentriez sur la réalité. Nous devons discuter des options de plaidoyer. Au bout du couloir, Russell Klein faisait sa déposition à l'inspecteur Oscar Schultz, un vétéran de la police avec 20 ans d'expérience, spécialisé dans les crimes conjugaux. La performance de Russell était impeccable. Le mari choqué, le père inquiet, l'homme trahi qui peine à comprendre comment sa femme a pu fomenter une telle violence. Je pense sans cesse à Emma, dit Russell d'une voix légèrement éraillée. C'est elle qui a trouvé l'enveloppe. Et si Tracy avait agi ainsi? Et si ma fille avait perdu ses 2 parents? L'inspecteur Schultz acquiesça avec compassion. Monsieur Klein, je sais que c'est difficile, mais il faut revoir la chronologie. Quand avez-vous soupçonné pour la première fois que votre femme avait une liaison? Russell avait répété cette conversation des centaines de fois. Je ne voulais pas y croire. Il y avait des signes infimes, des appels téléphoniques auxquels elle ne répondait pas devant moi, des absences inexpliquées, des sautes d'humeur, mais je pensais qu'elle préparait peut-être une surprise ou traversait une période personnelle. Je n'aurais jamais imaginé cela. Les questions de l'inspecteur durèrent 2 heures, abordant tous les aspects du mariage de Russell, de sa relation avec sa belle famille et de sa découverte des preuves. Russell répondit avec la pondération d'un homme qui essaie d'être utile tout en digérant une nouvelle bouleversante. Et c'est Austin Orley? Vous le connaissiez avant ce soir? Je l'avais croisé à la salle de sport à plusieurs reprises. Tracy avait mentionné qu'il était son entraîneur, mais je pensais que c'était juste professionnel. Russell marqua une pause, comme s'il se souvenait de quelque chose de douloureux. En fait, maintenant que j'y pense, elle avait commencé à s'entraîner plus souvent il y a environ 6 mois. Elle disait vouloir se remettre en forme pour notre 10e anniversaire l'année prochaine. Pendant que Russell scellait son récit de victime auprès de la police, Austin Orley passait la pire nuit de sa vie. Il avait été arrêté à son appartement à 2 heures du matin, tiré de son lit par des policiers qui l'avaient informé qu'il était recherché pour complot en vue de commettre un meurtre. Je ne comprends pas ce qui se passe, dit Austin à son avocat, un défenseur public nommé Julius Haynes, qui paraissait à peine plus âgé qu'Austin lui-même. Tracy et moi, on n'a jamais parlé de faire du mal à qui que ce soit. On était amoureux. Julius examina le dossier avec une inquiétude croissante. Monsieur Orley, ils ont des relevés bancaires attestant de versement de plus de 40 000 $ de Madame Klein à votre profit. Ils ont enregistré des conversations entre vous deux concernant l'assurance vie de son mari. Ils ont également cette lettre prétendument écrite par Madame Klein, mentionnant explicitement votre implication dans la planification du décès de Monsieur Klein. Austin avait l'impression de noyer l'argent. Tracy disait vouloir investir dans mon entreprise. Elle m'aidait à ouvrir une nouvelle salle de sport et nous n'avions jamais. Elle se plaignait parfois de son mari, le qualifiant de froid et de contrôlant, mais nous n'avions jamais eu l'intention de faire du mal à qui que ce soit. Qu'en est-il des discussions sur l'assurance vie? Elle a mentionné que Russell avait récemment augmenté sa police. Elle trouvait cela étrange. Elle a dit qu'il était paranoïaque quant à sa sécurité. Mais nous n'avons jamais. Dieu que je ne ferai jamais de mal à personne. Les preuves contre Tracy et Austin étaient accablantes, mais le dossier comportait un défaut majeur que ni les accusés ni leurs avocats n'avaient encore reconnu. Russell Klein était la seule source de la plupart des informations cruciales. La lettre avait été découverte par Russell. Les informations bancaires avaient été fournies par le conseiller financier de Russell,
qui avait remarqué une activité suspecte sur les comptes de Tracy. Les enregistrements de conversations prétendument compromettantes avaient été réalisés par le système de sécurité de Russell. L'inspecteur Schultz était minutieux, mais il enquêtait également sur ce qui semblait être une affaire banale de trahison conjugale devenue mortelle. Une femme infidèle, son amant et un complot visant à assassiner le mari pour l'argent de l'assurance. C'était une histoire qu'il avait vue sous différents angles tout au long de sa carrière. Les preuves sont solides, a déclaré Schultz à sa partenaire, l'inspectrice Crystal Fuller, lors de l'examen du dossier le lendemain matin. La version de Klein est vérifiée. Les preuves matérielles corroborent tout ce qu'il nous a dit, et les deux accusés ont un mobile et une opportunité. Fuller, une femme à l'œil vif d'une petite quarantaine d'années, était plus sceptique. Il y a quelque chose de trop évident dans tout cela. Le mari découvre toutes ces preuves par hasard le soir même. Sa fille de 7 ans aperçoit l'enveloppe sous la table. Parfois, les affaires sont simples, Fuller. Tout n'est pas complot. Pendant ce temps, Russell rencontrait son avocat, Wendell Warren, associé du cabinet le plus prestigieux de la ville. Spécialisé en droit de la famille, Warren était réputé pour sa défense impitoyable des intérêts de ses clients. Les accusations criminelles portées contre votre femme simplifient grandement la procédure de divorce, expliqua Warren. La garde exclusive d'Emma est quasiment garantie. Et compte tenu des circonstances, vous recevrez probablement la majorité des biens matrimoniaux. Russell acquiesça, jouant le rôle du mari en deuil. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour Emma. Elle a déjà traversé suffisamment de traumatismes. Bien sûr, nous devrons aussi discuter de la police d'assurance vie dont vous avez parlé, car Madame Klein ne pourra pas la réclamer en raison de son prétendu complot. Vous devrez informer les bénéficiaires. Cette police d'assurance était un autre élément soigneusement élaboré du plan de Russell. Il avait augmenté la couverture et s'était assuré que Tracy en était informé, semant ainsi les bases qui étayeraient plus tard la théorie du mobile de l'accusation. À la fin de la semaine, les médias locaux avaient relayé l'information. Une mère de famille de banlieue complotait le meurtre de son mari, titrait le journal local, accompagné de photos de Tracy et Austin emmenés menottés. Russell a fait une déclaration soigneusement rédigée aux journalistes, soulignant son inquiétude pour Emma et son choc d'avoir découvert la trahison présumée de sa femme. Je me concentre sur ma fille en ce moment, a-t-il déclaré aux caméras. Elle a perdu sa mère dans cette situation, et je veux l'aider à guérir et à aller de l'avant. Emma, quant à elle, séjournait chez ses grands-parents, Douglas et Francine, qui peinaient à accepter l'arrestation de leur fille. Russell lui rendait visite quotidiennement, le père inquiet prenant des nouvelles de son enfant traumatisé. Elle ne cessait de demander quand maman rentrerait à la maison. Francine a répondu à Russell en larmes. Que dois-je lui dire? La vérité, le plus doucement possible, a répondu Russell. Cette maman a fait de très mauvais choix et maintenant elle doit en assumer les conséquences. Douglas avait utilisé ses relations judiciaires pour se tenir informé de l'avancée de l'affaire. Les preuves sont accablantes, a-t-il confié à Russell en privé. Je n'arrive pas à croire que j'ai élevé une fille capable de ça. Russell posa une main réconfortante sur l'épaule de son aîné. Personne n'aurait pu prédire cela. Tracy nous a tous dupés. Au fil des semaines, le plan de Russell continuait de se dérouler à la perfection. Tracy et Austin se virent refuser la libération sous caution en raison de la gravité des accusations. Leurs avocats peinaient à monter une défense contre des preuves qui semblaient irréfutables. Les médias les présentaient comme des conspirateurs impitoyables qui avaient comploté pour détruire une famille par argent et par désir sexuel. Mais Russell n'en avait pas fini. La première phase avait consisté à détruire Tracy et Austin sur les plans juridiques et social. La deuxième phase consisterait à assurer leur ruine complète et définitive. L'architecte ne faisait que commencer. Chapitre 4. Les fondations s'effondrent. 6 semaines après les arrestations, l'affaire contre Tracy Klein et Austin Orley se déroulait exactement comme Russell l'avait prévu. L'accusation, menée par le procureur Douglas Burnett, était convaincue de disposer de suffisamment de preuves pour des accusations de complot de meurtre au premier degré pouvant entraîner des peines de prison à vie. Russell assistait à chaque audience, jouant le rôle du mari dévasté en quête de justice. Il était assis au premier rang, tenant souvent la main d'Emma lorsqu'elle l'accompagnait. L'image d'un père protégeant son enfant des conséquences des choix néfastes de sa mère. Tracy paraissait de plus en plus désespérée à chaque comparution. Les vêtements de marque avaient été remplacés par des combinaisons oranges. Ses cheveux soigneusement coiffés pendaient, mous et sales,
et l'assurance qui la caractérisait autrefois s'était complètement évanouie. Elle tenta d'attirer le regard de Russell pendant l'audience, mais il la dévisagea comme si elle était déjà morte. La situation d'Austin était encore pire. Le jeune homme, tout en arrogance et charme, n'était plus qu'une ombre au regard creux. Son avocat peinait à expliquer les preuves qui s'accumulaient. Sa famille était venue de l'Ohio pour la première audience, mais n'était pas revenue. La honte était trop grande. La décision suivante de Russell fut d'une précision chirurgicale. Il prit rendez-vous en privé avec l'avocat d'Austin, Julius Haynes, dans un café du centre-ville. « Je voulais vous parler de votre client », dit Russell en se glissant dans la cabine en face du jeune avocat. « Je pense qu'il y a peut-être un moyen de résoudre cette situation dans l'intérêt de tous. » Julius eut l'air suspicieux. « Monsieur Klein, je ne suis pas sûr qu'il soit approprié que nous ayons cette conversation sans la présence de mon client. Je comprends votre inquiétude, mais je suis ici en tant que père, pas seulement en tant que victime. Emma a traversé l'enfer, et je veux minimiser son exposition à un long procès. » Russell se pencha en avant, sa voix prenant le ton raisonnable qui avait fait sa réussite en affaires. « Votre client a été manipulé par ma femme. Je le vois bien maintenant. Austin est jeune, naïf, et il a cru aux mensonges d'une femme plus âgée. Tracy l'a convaincu que j'étais violent, n'est-ce pas? Qu'elle était piégée et avait besoin d'être secourue. » Julius se tortilla, mal à l'aise. Austin avait effectivement affirmé que Tracy avait décrit son mariage comme violent, décrivant Russell comme un homme autoritaire et émotionnellement distant. « Je suis prêt à envisager une négociation de peine, » poursuivit Russell. Austin coopère pleinement, témoigne contre Tracy sur la façon dont elle l'a manipulé pour qu'il entre dans cette relation et a propagé les idées concernant l'argent de l'assurance. En échange, je recommanderai au procureur d'envisager une réduction des charges. Et que voulez-vous que mon client dise exactement? Russell sourit froidement. La vérité, Tracy était le cerveau de sa séduction et avait progressivement introduit l'idée de se débarrasser de moi. Qu'il a accepté parce qu'il croyait ses mensonges sur les abus. La réunion a duré 1 heure et, à la fin, Julius envisageait la proposition. Austin risquait la prison à vie. Mais s'il témoignait contre Tracy et reconnaissait sa responsabilité dans la manipulation, il pourrait retrouver la liberté dans 15 ans. La guerre psychologique de Russell contre Tracy était plus subtile, mais tout aussi dévastatrice. Il a arrangé les choses pour qu'Emma puisse rendre visite à sa mère en prison, mais seulement sous stricte surveillance et avec des conversations soigneusement préparées. Papa dit, « Tu as fait de mauvais choix, maman. » Emma a dit lors d'une visite que ces mots innocents frappaient Tracy comme des coups physiques. Il dit que c'est pour ça que tu ne peux pas rentrer à la maison. Tracy a essayé d'expliquer à sa fille de 7 ans que maman n'était pas le monstre que tout le monde disait d'elle. Mais comment expliquer l'adultère et les emplois malhonnêtes à un enfant qui croit encore aux contes de fées? Ma chérie, maman t'aime plus que tout au monde, a dit Tracy en larmes. Parfois, les adultes font des erreurs, mais je ne ferai jamais de mal à papa. Jamais. Emma avait l'air perplexe. Mais papa m'a montré la lettre que tu as écrite. Tu as dit du mal de lui. Tracy sentait les murs se refermer. Russell utilisait leur fille comme une arme, empoisonnant l'esprit d'Emma contre sa propre mère avec une précision chirurgicale. Après chaque visite, Russell faisait un compte-rendu minutieux d'Emma, encadrant les conversations de manière à corroborer son récit. Maman semblait contrariée que nous ayons trouvé sa lettre. Russell disait qu'elle aurait probablement préféré ne pas avoir écrit ses plans. Pendant ce temps, il détruisait systématiquement tout soutien potentiel que Tracy aurait pu avoir. Il a contacté ses amis du club de lecture, du cours de yoga et de leur cercle social de quartier. « Je voulais que tu entendes ça de ma bouche plutôt que par les nouvelles », a-t-il dit à Rhonda Berger, l'amie la plus proche de Tracy. La police a trouvé des preuves que Tracy et son ami projetaient de me tuer et d'enlever Emma. Les réactions ont été, comme on pouvait s'y attendre, stupéfaites. C'étaient des femmes de banlieue qui vivaient confortablement, à l'abri des crimes graves. L'idée que l'une des leurs puisse être capable de comploter pour un meurtre était incompréhensible. « Je n'arrive pas à y croire », a dit Rhonda. Tracy ne semblait jamais. Enfin, elle se plaignait parfois de tes horaires de travail, mais elle planifiait un meurtre. La voix de Russell portait juste ce qu'il fallait de confusion trahie. J'essaie toujours de comprendre comment j'ai pu passer à côté des signes. Depuis combien de temps planifiait-elle cela? Comment ai-je pu être aussi aveugle? Un par un, les amis de Tracy l'ont abandonné. La femme qu'il connaissait depuis des années. La mère dévouée,
la bénévole à l'école d'Emma, la voisine qui apportait des casseroles quand quelqu'un malade a été remplacé dans leur esprit par le monstre dépeint dans les médias. L'isolement était total lorsque Russell a rencontré la sœur de Tracy, Bonita Patrick, qui vivait à 3 états de là et avait des contacts limités avec la famille. Bonita, sachez que je ne cherche pas à monter la famille contre Tracy, a déclaré Russell lors de leur conversation téléphonique. Mais Emma a besoin de stabilité en ce moment, et je ne peux pas la laisser exposer à des personnes qui pourraient compromettre son rétablissement après ce traumatisme. Le sous-entendu était clair, soutenir Tracy et perdre tout accès à Emma. Douglas et Francine Chandler étaient les plus grands alliés de Russell dans cette campagne. La réputation et les relations de l'ancien juge ont donné du crédit à la version des faits de Russell. Alors que l'instinct maternel de Francine se concentrait entièrement sur la protection d'Emma contre de nouveaux préjudices, Francine a confié à son club de bridge, la voix brisée. Russell fait tout ce qu'il peut pour la protéger de la vérité sur sa mère. La bataille pour la garde a été rapide et décisive. Tracy étant accusée de complot pour meurtre et détenue sans caution, Russell obtint la garde exclusive, Douglas et Francine étant ses tuteurs légaux lors de ses déplacements professionnels. Mais Russell ne se contentait pas d'une victoire judiciaire. Il souhaitait une destruction psychologique. Il commença à rendre visite à Austin en prison, usant de son statut de victime pour obtenir ce que les gardiens considèrent comme des séances de confrontation destinées à lui permettre de tourner la page. Elle te met tout sur le dos, dit Russell à Austin lors de leur première rencontre. L'avocat de Tracy construit une défense qui te présente comme le prédateur qui l'a séduite et lui a donné l'idée du meurtre. Austin avait l'air hagard, sa musculature affaiblie par la nourriture et le stress de la prison. Ce n'est pas vrai, Tracy. Elle a dit que tu lui faisais du mal. Elle a dit qu'elle avait peur de toi. L'expression de Russell resta calme, voire compatissante. Austin, je n'ai jamais levé la main sur ma femme. Nous avons eu des problèmes comme dans tout mariage, mais la violence n'a jamais fait partie de notre relation. Tracy t'a menti à ce sujet, comme elle a menti sur tout le reste. Je ne comprends pas. Pourquoi l'aurait-elle fait? Parce que c'était une narcissique qui voulait tout, la sécurité du mariage, l'excitation d'une liaison, et finalement la liberté du veuvage avec une belle indemnité d'assurance. Tu n'étais qu'un instrument pour elle. Russell se pencha en avant, sa voix prenant un ton paternel. Mon fils, tu as 28 ans. Tu as toute la vie devant toi. Ne la gâche pas protéger une femme qui se sert de toi depuis le premier jour. Le doute que Russell avait semé grandit au fil des semaines suivantes. Austin commença à remettre en question chaque conversation qu'il avait eue avec Tracy, chaque promesse qu'elle avait faite, chaque instant de leur relation. L'avait-elle vraiment aimé, ou n'avait-il été qu'un pion dans un jeu plus vaste? Lorsque Julius Haynes présenta l'accord de plaidoyer qui obligerait Austin à témoigner contre Tracy, Austin était psychologiquement prêt à l'accepter. Russell manipulait la justice de manière magistrale. Il avait créé une situation où les preuves contre Tracy étaient accablantes. Son réseau de soutien était détruit et son coaccusé se retournait contre elle. La procédure judiciaire n'était plus qu'une formalité à ce stade. Mais l'architecte de cette destruction n'avait pas fini de bâtir. La phase 3 garantirait que même si Tracy survivait aux accusations criminelles, elle n'aurait plus rien où retourner. Russell Klein avait appris que la vengeance, comme l'architecture, exigeait des fondations solides. Il avait passé des mois à les poser. Et maintenant, il était temps de construire la structure qui abriterait la destruction totale de Tracy. Chapitre 5. L'art de la destruction. 3 mois après le début des procédures judiciaires, Russell Klein était devenu une sorte de célébrité dans leur quartier de banlieue. Le veuf compatissant, bien que techniquement toujours marié à une femme incarcérée, élevait courageusement sa fille tout en réclamant justice pour la destruction de sa famille. Les journaux locaux avaient consacré un reportage à Russell, intitulé « La force d'un père », le montrant bénévole à l'école d'Emma et intervenant lors d'une manifestation de sensibilisation aux violences conjugales. L'ironie n'avait pas échappé à Russell, même si personne d'autre n'était au courant de la plaisanterie. Emma s'épanouissait grâce à l'attention attentive de son père. Russell l'avait inscrite en thérapie pour l'aider à surmonter le traumatisme de la trahison de sa mère. Mais il avait choisi le docteur Cécilia Larkin, une psychologue pour enfants dont les méthodes correspondent parfaitement aux objectifs de Russell. Emma est remarquablement résiliente, a confié le docteur Larkin à Russell après leur dernière séance. Elle est en train d'assimiler l'idée que sa mère n'est pas celle qu'elle pensait être. C'est plutôt sain pour un enfant de son âge de comprendre que les adultes peuvent faire de mauvais choix.
Russell hocha gravement la tête. Je veux juste qu'elle comprenne que ce n'était pas la faute d'Emma. Les enfants se blâment parfois lorsque leurs parents se comportent mal. Ce que le docteur Larkin ignorait, c'est que Russell avait fait des recherches approfondies sur elle avant de la choisir. Cécilia Larkin avait des opinions bien arrêtées sur la compétence parentale et pensait que les enfants avaient intérêt à être honnêtes sur les manquements de leurs parents plutôt qu'à entretenir des mensonges confortables. Sous la direction du docteur Larkin, Emma apprenait à exprimer ses sentiments face au mauvais choix de sa mère. La fillette de 7 ans développait un vocabulaire sur la trahison, les conséquences et l'importance de l'honnêteté qui servirait parfaitement les intérêts de Russell une fois les évaluations de garde terminées. Pendant ce temps, la campagne de Russell contre Austin Orley avait atteint son paroxysme. Il avait convaincu le jeune homme d'accepter un arrangement qui réduirait sa peine de prison à perpétuité à 15 ans en échange de son témoignage contre Tracy. Mais Russell n'était pas satisfait de la coopération d'Austin. Il voulait que l'homme s'effondre psychologiquement. Les visites de Russell en prison étaient devenues hebdomadaires, chacune visant à miner le reste de sa santé mentale et de sa dignité. Tracy a raconté à tout le monde que vous l'aviez forcé. Russell a informé Austin lors d'une visite. Elle prétend que la liaison n'était pas consentie, que vous l'aviez menacée si elle n'obtempérait pas. Austin est devenu blanc. C'est faux. Elle? Nous étions amoureux. Elle a dit qu'elle allait te quitter pour moi. Vraiment? Ou a-t-elle dit tout ce qu'elle avait à dire pour que tu restes disponible pour des relations sexuelles? La voix de Russell était clinique, détachée. Austin, je suis marié à Tracy depuis 9 ans. Je sais comment elle fonctionne. Elle dit aux gens ce qu'ils veulent entendre, et elle est très convaincante. Russell sortit son téléphone et montra une photo à Austin. Une photo de Tracy riant avec Russell lors d'une soirée caritative, prise quelques jours avant une de ses conversations supposées difficiles avec Austin sur son mariage. Elle avait été prise la veille du jour où elle t'a avoué que j'avais été cruel envers elle à propos d'un événement professionnel. Tu as l'impression qu'elle est une femme maltraitée? Austin fixa la photo. Sa vision du monde s'effondrait. La femme qui riait dans les bras de Russell ne ressemblait en rien à l'épouse désespérée et piégée qu'il pensait avoir sauvée. Elle nous manipule tous les deux, poursuivit Russell. La différence, c'est que je l'ai compris avant qu'elle ne me détruise complètement. La pression psychologique exercée par Russell était implacable et sophistiquée. Il comprenait que l'identité d'Austin se construisait autour de son rôle de protecteur, de sauveur de femmes en détresse, en détruisant systématiquement cette image de soi. Russell était en train de détruire les fondements de sa volonté de se battre. Ta famille est dans l'Ohio, dit Russell lors d'une autre visite. Ils ont reçu du courrier intéressant ces derniers temps. Austin leva brusquement les yeux. Quel genre de courrier? Des documents judiciaires, des coupures de presse, des photos. Je pensais qu'ils devaient comprendre exactement quel genre d'homme leur fils était devenu. La cruauté était manifeste. Russell avait effectivement envoyé à la famille d'Austin des informations soigneusement sélectionnées sur l'affaire, s'assurant qu'elles reçoivent les interprétations les plus préjudiciables des actes de leur fils. Les parents d'Austin, des gens simples qui dirigeaient une petite ferme, étaient dévastés par la honte que leur fils avait jetée sur la famille. Ils ne répondent plus à mes appels, murmura Austin. Pouvez-vous les blâmer? Vous avez comploté pour assassiner un mari et un père. Vous avez contribué à planifier le vol d'un enfant de son foyer. Quel parent voudrait être associé à ça? La voix de Russell exprimait une fausse sympathie. Mais il n'est pas trop tard pour faire ce qui est juste. Témoignez honnêtement de la façon dont Tracy vous a manipulé. Assumez la responsabilité de votre manque de jugement et peut-être qu'un jour votre famille vous pardonnera. La négociation de peine fut le chef-d'œuvre de manipulation juridique de Russell. Il rencontra le procureur Douglas Burnett pour discuter des conditions, se présentant comme la victime magnanime prête à faire preuve de clémence envers l'accusé plus jeune et plus facilement manipulable. Je ne veux pas que la vie d'Austin soit complètement détruite. Russell dit à Burnett, il est jeune, et Tracy est une experte en manipulation. S'il est prêt à dire la vérité sur la façon dont elle l'a entraîné dans ce complot, je pense que justice lui sera rendue par une peine de 15 ans. Burnett fut impressionné par le pardon apparent de Russell. C'est très généreux de votre part, Monsieur Klein. La plupart des hommes dans votre situation exigeraient des peines maximales pour les deux accusés. Je pense à Emma, répondit Russell. Un long procès avec les deux accusés contestant les accusations sera traumatisant pour elle. Si Austin plaide coupable et témoigne contre Tracy, nous pourrons régler cette affaire plus rapidement.
Ce que Brunette ne comprenait pas, c'est que Russell voulait le témoignage d'Austin car cela éliminerait toute chance pour Tracy de mener à bien sa défense. Avec son coaccusé confirmant la version de l'accusation, Tracy n'aurait aucun moyen crédible de clamer son innocence. La stratégie a parfaitement fonctionné. L'avocat d'Austin a présenté l'accord de plaidoyer comme la meilleure option. Et après des semaines de pression psychologique due aux visites de Russell, Austin était prêt à accepter toute voie susceptible de mener à une éventuelle rédemption. Le jour où Austin a signé l'accord de plaidoyer, Russell a ressenti une profonde satisfaction, non pas parce que justice était rendue, mais parce qu'un autre élément de sa vengeance architecturale se mettait en place. L'isolement de Tracy était désormais total. Son coaccusé s'était retourné contre elle. Sa famille l'avait abandonné. Ses amis l'avaient rejeté, et sa fille était systématiquement reprogrammée pour la voir comme un monstre. Mais le geste le plus dévastateur de Russell restait à venir. Il a organisé une rencontre avec l'avocate de Tracy, Malin Sanford, soi-disant pour discuter d'un éventuel accord de plaidoyer pour Tracy également. Ma cliente clame son innocence. Malin a dit à Russell dans la salle de conférence du tribunal. Elle affirme n'avoir jamais vu ces documents auparavant, que l'analyse graphologique est erronée, que quelqu'un tente de la piéger. Russell hocha la tête avec compassion. Malin, je comprends que Tracy doive clamer son innocence pour des raisons psychologiques. Admettre qu'elle avait planifié de me tuer et d'enlever Emma la briserait probablement complètement. Êtes-vous en train de dire que vous la croyez innocente? Je dis que j'aime Tracy depuis 9 ans et que je veux croire que, quelque part en elle, se cache la femme que j'ai épousée. Si elle est prête à assumer la responsabilité de l'affaire et de la fraude financière, et si elle accepte de renoncer à tous ses droits parentaux sur Emma, je serais peut-être disposé à envisager de plaider coupable pour des chefs d'accusation moins graves. Malin se pencha en avant, intriguée. Quel genre de chef d'accusation moins grave? Fraude, complot, mise en danger imprudente. Peut-être qu'elle pourrait être libérée dans 7 à 10 ans au lieu de la perpétuité. Mais l'offre de Russell était assortie de conditions conçues pour être inacceptables pour toute mère, la suppression totale des droits parentaux, une ordonnance restrictive interdisant tout contact avec Emma et un aveu public de culpabilité qui anéantirait toute trace de réputation. Elle ne reverrait plus jamais sa fille. Malin demanda, Emma a déjà assez vécu de traumatisme. Avoir une mère qui a comploté pour assassiner son père n'est pas une chose avec laquelle un enfant devrait vivre. Lorsque Malin présenta l'offre à Tracy, la réaction fut exactement celle que Russell avait anticipée. Je préférerais mourir en prison plutôt que de renoncer à mes droits sur Emma, dit Tracy en larmes. Et je n'admettrai pas des crimes que je n'ai pas commis. Le refus était parfait pour les besoins de Russell. Il serait présenté au jury comme une preuve de l'égoïsme persistant de Tracy et de son absence de remords. Quel genre de mère choisirait l'orgueil plutôt que la chance d'avoir un jour une relation avec son enfant? À l'approche de la date du témoignage d'Austin, Russell rendit une dernière visite au jeune homme brisé. Demain, tu auras l'occasion de dire la vérité, dit Russell. D'expliquer comment Tracy t'a manipulé, comment elle a joué sur tes émotions et t'a convaincu de participer à son stratagème. Austin hocha la tête d'un air misérable. Je veux juste que ça s'arrête. Ça s'arrêtera, lui assura Russell. Et Austin, quand tu seras libéré dans 15 ans, tu seras encore assez jeune pour te construire une vraie vie, une vie fondée sur l'honnêteté plutôt que sur le mensonge. Russell quitta la prison avec un profond sentiment d'accomplissement. Le procès n'était plus qu'une formalité. Tracy serait condamné. Austin purgerait sa peine réduite. Et Russell émergerait comme le survivant héroïque qui avait protégé sa fille de la trahison ultime d'une mère. Mais l'architecte n'avait pas tout à fait terminé son projet. Il restait un dernier élément à mettre en place. Un dernier détail qui assurerait que sa vengeance ne soit pas seulement complète, mais permanente. Russell Klein avait toujours cru que les meilleures structures étaient construites pour durer éternellement. Chapitre 6. Le témoin parfait. Le matin du témoignage d'Austin Orley arriva avec une fraîcheur automnale qui fit songer à un nouveau départ pour Russell. Il s'habilla avec soin pour le tribunal, un costume bleu marine qui exprimait à la fois professionnalisme et chagrin discret, une cravate qu'Emma lui avait offerte pour la fête des pères et une alliance qu'il portait encore malgré tout. Emma ne serait pas au tribunal aujourd'hui. Russell avait organisé une journée chez ses grands-parents, lui expliquant soigneusement que l'ami de sa mère parlerait au juge des mauvaises intentions qu'ils avaient planifiées ensemble. La fillette de 7 ans avait hoché la tête solennellement, confiante dans la version des faits de son père. Le palais de justice était bondé de médias et de curieux.
L'affaire avait captivé l'opinion publique, une belle mère de famille de banlieue et son jeune amant complotant pour assassiner son mari prospère. C'était le genre d'histoire qui faisait vendre des journaux et générait des discussions en ligne sur les ténèbres qui se cachaient derrière des palissades impeccables. Russell prit sa place habituelle au premier rang, directement dans le champ de vision de Tracy. Elle paraissait fragile dans sa combinaison orange, ses cheveux blonds autrefois parfaits, maintenant repoussés, dévoilant des racines foncées. Lorsque leurs regards se croisèrent, il y vit du désespoir et autre chose. La prise de conscience croissante que le piège dans lequel elle se trouvait avait été construit avec une précision architecturale. Austin témoigna, l'air différent de l'entraîneur personnel confiant que Russell avait d'abord observé à la salle de sport. La prison lui creusa les joues et ternit son regard. Mais c'était la pression psychologique qui l'avait véritablement brisé. Le procureur Douglas Burnett guidait Austin tout au long de son témoignage avec une précision méticuleuse. Chaque question visait à construire le récit de manipulation et de complot pour meurtre. Monsieur Orley, comment votre relation avec Madame Klein a-t-elle débuté? La voix d'Austin était à peine plus qu'un murmure. Elle a commencé à venir à mes cours de gym. Elle semblait triste, seule. Elle disait que son mari était froid, qu'il ne l'appréciait pas. Vous a-t-elle dit qu'elle était malheureuse en mariage? Oui. Elle disait que Russell était autoritaire, qu'il surveillait ses dépenses et se demandait où elle allait. Elle donnait l'impression d'être piégée. Russell gardait son sang-froid, mais il ressentait intérieurement la satisfaction de voir son récit soigneusement construit se dérouler. Chaque détail raconté par Austin avait été transmis à Tracy par Russell lui-même, par son comportement et ses commentaires calculés. Quand la relation est-elle devenue physique? Après environ 6 semaines, elle a dit avoir besoin de se sentir désirée, appréciée. Elle a dit que Russell lui donnait l'impression d'être là uniquement pour prendre soin d'Emma et faire bonne figure lors de ses événements professionnels. Le témoignage s'est poursuivi pendant 3 heures, Austin décrivant leur liaison avec des détails cliniques. Mais le témoignage le plus accablant est venu lorsque Burnett est passé au complot présumé pour le meurtre. Monsieur Orley, Madame Klein a-t-elle déjà discuté de la police d'assurance vie de son mari? Oui. Elle a dit qu'il l'avait récemment augmenté à 2 millions de dollars. Elle a trouvé cela étrange, car il ne s'était jamais beaucoup intéressé à l'assurance vie auparavant. Russell avait effectivement augmenté sa police, mais seulement après avoir discuté avec Tracy de ses craintes de voir des rivaux lui vouloir du mal. Elle l'avait encouragé à protéger sa famille, sans se rendre compte qu'elle était manipulée dans une position où sa connaissance de la police serait plus tard suspecte. Madame Klein a-t-elle suggéré que vous et elle pourriez être ensemble de façon permanente si son mari n'était plus en vie? Austin a hoché la tête d'un air malheureux. Elle a dit que Russell n'accepterait jamais de divorcer, car il était trop fier. Elle a ajouté qu'il préférait la détruire plutôt que de la laisser être heureuse avec quelqu'un d'autre. A-t-elle proposé un plan précis pour la mort de son mari? C'était le moment crucial et Russell se pencha légèrement en avant pour entendre la réponse d'Austin. Elle a dit que cela devait ressembler à un accident. Elle a parlé de ses courses matinales, de son chemin systématiquement emprunté dans le parc. Elle a ajouté que s'il lui arrivait quelque chose là-bas, comme une agression qui avait mal tourné, personne ne se douterait de rien. Le silence régnait dans la salle d'audience tandis qu'Austin décrivait des plans qui n'existaient que dans l'imagination de Russell, mais qui avaient été soigneusement transmis à Tracy par des conversations informelles et des suggestions improvisées. Russell avait bel et bien commencé à courir dans le parc, et il s'était assuré que Tracy connaissait son itinéraire et son emploi du temps. Monsieur Orley, avez-vous accepté de participer à ce plan? Ah oui. Je pensais l'aider à échapper à une situation de violence. Elle m'a fait croire que Russell était dangereux, qu'il pourrait la blesser, elle ou Emma, s'il découvrait notre existence. L'avocate de la défense, Malin Sanford, avait une tâche quasiment impossible lors du contre-interrogatoire. Le témoignage d'Austin était cohérent et étayé par les preuves matérielles. Sa seule stratégie consistait à insinuer qu'il mentait pour réduire sa peine. Mais la détresse émotionnelle évidente d'Austin le rendait crédible. Monsieur Orley, n'est-il pas vrai que vous témoignez contre Madame Klein uniquement parce que l'accusation vous a promis une réduction de peine? Je témoigne parce que je veux dire la vérité sur ce qui s'est passé. Tracy m'a manipulé, mais j'ai été assez stupide pour me laisser faire. Je mérite d'être puni pour cela. Vous prétendez que Madame Klein était le cerveau de ce prétendu complot. Mais n'est-il pas possible que ce soit vous qui ayez suggéré de tuer son mari? Austin regarda Tracy droit dans les yeux pour la première fois lors de son témoignage. Je l'aimais. Je pensais qu'elle m'aimait.
J'aurais fait tout ce qu'elle demandait, y compris des choses que je savais être mauvaises. C'est de ma faute. Mais les idées venaient d'elle. À la fin du témoignage d'Austin, Russell observa attentivement la réaction de Tracy. Elle secouait légèrement la tête, répétant sans cesse le mot « non ». Celle qui semblait autrefois si sûre de sa capacité à manipuler les situations comprenait enfin à quel point elle avait été déjouée. Pendant la pause déjeuner, Russell rencontra Méline Sanford dans le couloir du tribunal. « Monsieur Klein, je dois vous poser la question directement. Êtes-vous certain que mon client est coupable de ces accusations ?» L'expression de Russell était parfaitement dosée. « Méline, je sais que c'est difficile pour vous. Tracy peut être très convaincante lorsqu'elle veut quelque chose, mais les preuves parlent d'elles-mêmes. Les preuves que vous avez découvertes, l'écriture qui correspond à la sienne, le compte bancaire sur lequel porte sa signature, les conversations enregistrées par votre système de sécurité. » Russell hocha tristement la tête. « J'aimerais que rien de tout cela ne soit vrai. J'aimerais croire que quelqu'un d'autre en soit responsable. Mais Tracy a fait des choix qui ont mis toute notre famille en danger. » Ce que Méline ignorait, c'est que chaque élément de preuve qu'elle avait mentionné avait été méticuleusement élaboré par Russell au cours de mois de travail patient. L'écriture avait été répétée jusqu'à être indiscernable de celle de Tracy. Les signatures bancaires avaient été falsifiées grâce à des techniques que Russell avait apprises d'un ancien client, expert en documents. Les enregistrements avaient été édités et manipulés pour corroborer le récit que Russell souhaitait raconter. L'audience de l'après-midi s'est concentrée sur les preuves matérielles, la lettre, les relevés bancaires, les photographies. Chaque pièce a été présentée comme une corroboration indépendante du témoignage d'Austin, alors qu'en réalité, elles avaient toutes été fabriquées par le même architecte. À la levée de l'audience, Russell s'est adressé au procureur. « Comment pensez-vous que cela s'est passé ?» a-t-il demandé à Burnett. « Très bien. Austin était crédible et son témoignage corrobore toutes nos preuves matérielles. L'avocate de votre femme est compétente, mais elle n'a pas grand-chose à prouver. » Russell hocha la tête. « Je veux juste que ça se termine. Emma a besoin de tourner la page, et franchement, moi aussi. » Ce soir-là, Russell était assis dans son bureau, revoyant les événements de la journée avec la satisfaction d'un artisan admirant son travail. Le témoignage d'Austin était parfait, suffisamment détaillé pour être convaincant, suffisamment émouvant pour susciter la sympathie et suffisamment cohérent pour être inébranlable. Mais le chef-d'œuvre de Russell n'était pas le témoignage lui-même. C'était la manipulation psychologique qui avait poussé Austin à croire chaque mot qu'il disait. Le jeune homme pensait sincèrement que Tracy l'avait manipulé pour comploter un meurtre, car Russell avait passé des mois à le convaincre de la vérité. Le véritable génie du plan de Russell résidait dans le fait qu'il contenait suffisamment d'éléments de vérité pour être crédible. Tracy avait été infidèle. Elle s'était plainte de leur mariage. Elle était au courant de la police d'assurance. Austin avait été prêt à tout pour lui faire plaisir. Russell avait tout simplement pris ces éléments authentiques, il a construit autour d'eux un récit qui sert ses objectifs. C'était comme un projet d'architecture. On part des fondations de la réalité et on construit la structure souhaitée par-dessus. Alors que Russell se préparait à aller se coucher, il pensait à la procédure du lendemain. L'accusation clôturerait sa plaidoirie et Méline Sanford commencerait sa défense. Mais quelle défense pourrait-elle opposer à des preuves apparemment irréfutables et à des témoignages apparemment sincères? Le sort de Tracy était scellé. Elle serait reconnue coupable de complot en vue de commettre un meurtre et condamnée à la prison à vie. Austin purgerait ses 15 ans de prison et en sortirait brisé, incapable de se remettre complètement de son rôle dans la destruction d'une famille. Russell poursuivrait sa vie de père célibataire héroïque qui avait protégé sa fille de la trahison ultime d'une mère. L'architecte avait construit son chef-d'œuvre, d'une beauté terrible. Chapitre 7. La défense s'effondre. La défense de Tracy Klein a duré exactement 2 jours et demi, soit plus longtemps que ce que la plupart des observateurs du tribunal avaient prévu. Méline Sanford s'est battue vaillamment pour sa cliente, mais elle était luttée contre des preuves apparemment inébranlables, issues de témoignages qui laissaient peu de place au doute raisonnable. La défense s'est concentrée sur l'argument selon lequel Tracy avait été victime d'un coup monté, mais sans pouvoir identifier qui aurait eu les moyens et les motivations nécessaires pour élaborer une tromperie aussi élaborée. Cette théorie ressemblait à une spéculation désespérée. Mesdames et messieurs les jurés, Madeline a déclaré dans sa déclaration liminaire, « Mon client est victime d'un coup monté sophistiqué. Quelqu'un connaissant intimement sa vie, son écriture et son quotidien a construit un réseau de fausses preuves destinées à la détruire.
Russell était assis dans la galerie, l'air attentif et peiné. Aux yeux des observateurs, il ressemblait à un homme écoutant l'avocat de sa femme se contenter de ses mots pour échapper à ses responsabilités. Seul Russell savait que Méline était en réalité plus proche de la vérité que quiconque dans la salle d'audience. Le premier témoin de la défense était un expert en écriture, le docteur Troy Piper, dont Méline espérait qu'il mettrait en doute l'authenticité de la lettre prétendument écrite par Tracy. Docteur Piper, lors de votre analyse d'une lettre attribuée à Madame Klein, avez-vous trouvé des preuves de son falsification? L'écriture est parfaitement cohérente avec les échantillons connus de l'écriture de Madame Klein. Cependant, certaines anomalies subtiles pourraient suggérer une falsification ou une écriture sous l'effet du stress. Le procureur Burnett était prêt à défendre cette défense. Docteur Piper, n'est-il pas vrai que l'écriture peut changer lorsqu'on écrit sur des sujets chargés d'émotions? Oui, le stress et l'état émotionnel peuvent influencer caractéristiques de l'écriture. Et si quelqu'un prévoyait d'assassiner son conjoint, cela constituerait certainement une situation chargée d'émotions, n'est-ce pas? L'expert a dû acquiescer. Et Russell a vu la première ligne de défense de Méline s'effondrer lors du contre-interrogatoire. Le deuxième témoin de la défense était la sœur de Tracy, Bonita Patrick, qui a témoigné par liaison vidéo depuis son domicile au Kansas. Méline espérait que Bonita fournirait un témoignage de moralité rendant le complot de meurtre invraisemblable. Mademoiselle Patrick, d'après votre expérience avec votre sœur, l'avez-vous déjà vue violente ou vindicative? Jamais. Tracy était l'une des personnes les plus douces que je connaisse. Elle ne ferait pas de mal à une mouche. Mais le contre-interrogatoire de Burnett a révélé que Bonita n'avait pas parlé à Tracy depuis plus de 6 mois et n'était pas au courant de ses problèmes conjugaux ni de sa liaison. Mademoiselle Patrick, à quand remonte la dernière fois que vous avez eu une conversation sérieuse avec votre sœur au sujet de son mariage? Cela fait probablement plus d'1 an. Nous ne nous parlons pas très souvent. Vous ne sauriez donc pas si Madame Klein était malheureuse. Si elle était mariée ou avait une liaison? Non, je suppose que non. Russell avait délibérément limité les contacts de Tracy avec sa famille élargie au fil des ans, décourageant subtilement les visites et les appels téléphoniques. Au moment du procès, aucun membre de la famille de Tracy n'avait suffisamment de connaissances récentes sur sa vie pour fournir un témoignage significatif. La manœuvre la plus désespérée de la défense fut de faire témoigner Tracy elle-même. Russell attendait ce moment avec impatience, curieux de voir si sa femme comprendrait enfin l'ampleur de ce qui lui avait été fait. Tracy prêta serment dans la même combinaison orange qu'elle portait depuis des mois. Mais Méline avait pris des dispositions pour qu'elle se fasse coiffer par le concierge de la prison. Elle ressemblait davantage à la femme que Russell avait épousée, ce qui rendait ses affirmations d'innocence plus crédibles. Madame Klein, avez-vous écrit la lettre qui décrit prétendument un plan pour tuer votre mari? Non. Je n'ai jamais vu cette lettre de ma vie. Avez-vous ouvert un compte bancaire secret pour financer un complot d'assassinat? Non. J'ai ouvert un compte pour aider Austin dans ses affaires. Des plans, mais il n'a jamais été question de blesser Russell. Avez-vous eu une liaison avec Austin Orley? La voix de Tracy se brisa légèrement. Oui. J'ai été infidèle à mon mari et je le regrette profondément, mais je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Russell a suivi le témoignage de Tracy avec un intérêt professionnel. Elle était plutôt douée à la barre, sincère, pleine de remords pour la liaison, mais catégorique sur son innocence concernant le complot de meurtre. Si les preuves matérielles n'avaient pas été aussi accablantes, elle aurait peut-être été crédible. Madame Klein. Austin Orley a témoigné que vous l'aviez approché avec l'idée de tuer votre mari. Est-ce vrai? Non, ce n'est pas vrai. Austin ment pour se sauver. Je l'aimais et je pensais qu'il m'aimait, mais il est prêt à me détruire pour réduire sa peine. Méline avançait vers le thème de sa plaidoirie finale. Que Austin était le véritable cerveau qui avait manipulé Tracy, et non l'inverse. C'était une stratégie raisonnable compte tenu des circonstances, mais elle exigeait que le jury croie que la dépression nerveuse d'Austin à la barre était une acte. C'est lors du contre-interrogatoire que la planification de Russell a véritablement été mise en évidence. Le procureur Burnett avait soigneusement préparé toutes les stratégies de défense possibles. Madame Klein, vous admettez avoir menti à votre mari sur vos allées et venues pendant des mois au cours de votre liaison. Oui. Vous admettez avoir prélevé de l'argent sur les comptes de votre famille pour le donner à Monsieur Orley à l'insu de votre mari. Oui, mais c'était pour ses affaires, et non pour un complot meurtrier. Vous admettez avoir discuté de la police d'assurance vie de votre mari avec Monsieur Orley.
Je l'ai mentionné, certes, mais pas dans le contexte décrit par Austin. Vous admettez donc tromperie systématique, fraude financière et discussion intime sur le capital d'essai de votre mari avec votre amant, mais vous voulez que le jury croie que vous avez franchi la ligne du meurtre. La crédibilité de Tracy s'est effondrée sous le poids de ses mensonges et tromperies avouées. Même ses affirmations d'innocence concernant le complot meurtrier semblaient moins crédibles au regard de la malhonnêteté dont elle faisait preuve dans d'autres domaines. Le moment préféré de Russell fut lorsque Burnett interrogea Tracy sur sa connaissance de la situation de Russell. Routine quotidienne. Madame Klein, votre mari a témoigné que vous l'aviez encouragé à augmenter son assurance vie parce que vous vous inquiétiez pour sa sécurité. Est-ce vrai? Oui. J'étais inquiète pour lui. Il travaillait sur des projets controversés et il a mentionné que certaines personnes n'étaient pas satisfaites de ses créations, et vous connaissiez son itinéraire de course pour le parc. Bien sûr, nous en avons discuté à plusieurs reprises. Je m'inquiétais de le voir courir seul si tôt le matin. Ce que Tracy ignorait, c'est qu'en confirmant sa connaissance des routines de Russell et ses encouragements concernant l'assurance, elle corroborait des éléments clés du dossier de l'accusation. Russell lui avait fait part de ses inquiétudes concernant sa sécurité, précisément pour qu'elle apparaisse plus tard comme ayant des informations privilégiées qui étayaient le complot de meurtre. Le coup de grâce est venu lorsque Burnett a posé des questions sur la nuit de la découverte chez ses parents. Madame Klein, c'est votre fille qui a remarqué l'enveloppe sous la table. Insinuez-vous que votre enfant de 7 ans participait à un complot visant à vous piéger? Non, bien sûr que non. Emma est innocente, mais quelqu'un a placé cette enveloppe là en toute connaissance de cause. Elle le trouverait. Qui? Madame Klein, qui aurait accès à la maison de vos parents, serait au courant de vos projets de dîner familial et pourrait dissimuler des preuves sans être détectée. Tracy regarda Russell droit dans les yeux pour la première fois lors de son témoignage. À cet instant, Russell vit la reconnaissance se dessiner dans ses yeux. Elle comprit enfin qui avait orchestré sa destruction. Tracy commença à parler, puis s'interrompit. Elle ne pouvait accuser Russell sans paraître complètement délirante. Il était la victime, le mari en deuil, le père protecteur. Personne ne croirait qu'il avait piégé sa propre femme pour tentative de meurtre. Je ne sais pas, termina faiblement Tracy. Russell sourit légèrement. Un geste si bref que seul Tracy le remarqua, mais qui suffisait à confirmer ce qu'elle venait de comprendre. Lorsque Tracy fut renvoyée de la barre, elle ressemblait à une femme ayant enfin compris toute l'ampleur de son destin. Russell n'avait pas seulement détruit son mariage et sa réputation. Il avait construit une réalité juridique et sociale où elle était impuissante à se défendre contre ses accusations. Les plaidoiries furent décevantes. Burnett examina méthodiquement les preuves et le témoignage d'Austin. Peindre une image d'un complot à sang-froid qui avait été arrêté juste à temps par la détermination d'un père à protéger son enfant. La fermeture de Méline était passionnée mais féodale. Elle a fait valoir que les preuves étaient trop soignées, la chronologie trop pratique et le témoignage d'Austin trop égoïste pour être crédible. Mais sans pouvoir offrir une explication alternative qui avait du sens, ces arguments ressemblaient aux tentatives désespérées d'un avocat de la défense qui savait que son client était condamné. Russell a quitté le palais de justice ce jour-là en sachant que le jury condamnerait. La seule question était de savoir s'il recommanderait la prison à vie ou la peine de mort. Alors qu'il rentrait chez lui à Emma, Russell a réfléchi à la perfection de sa réalisation. Tracy passerait le reste de sa vie en prison pour des crimes qu'elle n'avait pas commis, mais des crimes que tout le monde croyait avoir commis. Austin servirait 15 ans et émergerait comme une coquille brisée de son ancien moi. Et Russell élèverait Emma pour comprendre que sa mère avait été une monstre qui avait tenté de détruire leur famille. L'architecte avait construit quelque chose de sans précédent. Une vengeance si complète et si parfaitement